Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast qui parle de santé et sécurité au travail dans le domaine de l'entreposage et du transport routier, présenté par Via Prévention. Cette semaine, on vous présente notre deuxième partie de l'épisode qu'on a enregistré au grand rendez-vous de la CNESST à Montréal en novembre 2018. On avait reçu 3 autres invités, donc on vous les présente aujourd'hui. Il nous restait Brigitte Charpentier de Calium Solutions, Danny Mayou de l'ASFETEM, ainsi que Sid Mérad du réseau de santé publique. Donc, on vous laisse entre de bonnes mains. Bonne écoute. On est de retour au grand rendez-vous de la CNESST à Montréal avec Madame Brigitte Charpentier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre podcast. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes de l'entreprise Calium Solutions. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'entreprise, qu'est-ce que vous faites chez Calium Solutions? Calium Solutions, on est un groupe de chimistes essentiellement qui s'occupe de la réglementation des produits chimiques au niveau canadien. J'ai commencé à travailler dans l'industrie chimique, ça fait plusieurs années, et j'étais à la tête d'un département réglementaire pour une multinationale. On allait souvent dans les meetings organisés par les gouvernements, et je me rendais compte lors de ces meetings que mes pairs, qui étaient dans les plus petites industries, étaient complètement débordés par les multiples lois et règlements. Débordés parce qu'ils ne les comprenaient pas ou parce que... Parce qu'il y en a beaucoup. Si on parle des lois de transport, le CIMDUT, l'environnement, au niveau fédéral, au niveau provincial. Donc, il y a tellement de lois et de règlements à surveiller lorsqu'on met en marché des produits aussi. Juste l'étiquetage, si vous vendez des produits au niveau des consommateurs ou si vous le vendez en version industrielle, l'étiquetage est complètement différent. Alors, je me rendais compte, c'est ça, que mes homologues étaient débordés et avaient de la misère à suivre. Moi, j'avais le privilège d'être dans une multinationale et de faire ça qu'à temps plein. Donc, j'ai appris beaucoup. J'avais beaucoup d'usines, entrepôts sous ma responsabilité. Et finalement, l'industrie pour laquelle je travaillais a été vendue. Okay. Et mon poste a été transféré aux États-Unis. Et c'est là que j'ai décidé de fonder Calium Solutions. Donc, ça fait 3 ans. Que Calium existe. Et je vous dirais qu'on est un peu victime de notre succès. Oh bon. On avait misé juste. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Parce que souvent, les gens ont peur de donner leurs recettes et c'est très compréhensible parce que c'est ce qui fait la particularité de leur produit. La valeur, c'est une valeur, là. C'est quand on a un produit qui est vraiment performant sur le marché. Alors, le fait que nous, notre groupe de chimistes, on est capable de prendre une formule et de les conformer à toutes les lois et règlements, dans le fond, qui sont imposés ici au Canada. Quand on parle d'une formule, on parle de quoi, là? On parle pas d'une formule chimique, là. Oui, on parle d'une formule chimique, mais ça peut être un nouveau savon, ça peut être un nouveau vernis, ça peut être une nouvelle... Target de même. Ah oui, ça peut être une nouvelle peinture, ça peut être... Écoutez, on fait à peu près de tout, là. Un nouveau décapant. Ça peut être... c'est ça, toutes sortes de produits. Puis, est-ce que c'est plus des petites entreprises qui viennent chercher vos services pour démarrer ou vous êtes plus vers les plus grandes entreprises qui, elles, veulent se perfectionner? On a les deux. On a vraiment des grandes entreprises avec lesquelles on fait affaire. On a aussi les petits. Nous, tout le monde est bienvenu chez nous. C'est sûr que les besoins sont différents. Je vous dirais que la grande entreprise, présentement, oui, c'est difficile d'avoir des gens vraiment qui ont vraiment des spécialités dans tous les domaines. Puis comme je disais, la valeur qu'on apporte, nous, sur le marché, c'est que avant, c'est que ce que je me rendais compte, c'est que tu avais des spécialistes en CIMDUT, tu avais des spécialistes en transport, tu avais des spécialistes en environnement, puis ça, très peu. En fait, les gens qui sont capables de vous calculer les VOC, les composés organiques volatiles, il y en a très peu sur le marché. Vous aviez... Il n'y avait pas personne qui était capable de dire, je prends une compagnie, puis c'est vraiment un clé en main. Je suis capable de m'occuper de tout ce qui touche tes affaires réglementaires. Si tu veux importer aussi. Fait que moi, j'ai des compagnies qui me disent, moi, je ne veux plus faire affaire avec personne d'autre. Je vends en Europe. Je vends aux États-Unis et c'est toi qui fais le pont parce que c'est d'autres lois, c'est d'autres règlements encore. Donc, c'est ça. Nous, on prend vraiment les clients.
Fait qu'il n'est pas obligé de divulguer sa formule à 3-4 compagnies ou à 5-6 fournisseurs. Vous comprenez? De services. Ouais. Avec nous, il la donne une fois, on signe des ententes de confidentialité et là, on s'occupe de tout. Et ça, vraiment, je pense que J'ai misé juste, c'est très, très apprécié. Ça n'existait pas sur le marché. Fait que dans le fond, quand on parle de donner la formule, pour vous, c'est après ça, c'est de dire comment est-ce qu'on va la gérer dans son transport, dans sa gestion en dehors de l'entreprise. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, faut faire... On est capable, si le client veut la mettre, souvent les clients veulent le mettre en marché consommateur pour que ça se retrouve dans les Rona, les Home Depot de ce monde-là. On parle justement d'un savon ou d'un dissolvant. Oui, c'est ça. Produit, une peinture. C'est qu'on va leur faire leur étiquette de produit de consommation. Okay. Mais s'ils veulent le vendre aussi au niveau industriel, on va leur faire leur étiquette du niveau industriel. Okay. Mais là, quand ils produisent ça, ils émettent des VOC, souvent. Pas toujours, ça dépend des types de produits. Mais s'ils émettent des VOC, on est capable de dire, est-ce que tu as tenu un registre? Est-ce qu'ils ont besoin d'un registre? Est-ce que tu as fait des déclarations? Parce qu'il y a vraiment des rapports qu'on est obligé de faire, des rapports annuels, que ce soit l'INRP. Si tu t'en vas aux États-Unis, il faut voir si tu veux vendre en Californie, il y a Prop 65. Le Right to Know, il y en a plusieurs. Là. Okay. Est-ce qu'on est sur la TSCA? Juste au Canada, vous savez, il y a 23 000 produits environ là, qui sont enregistrés au Canada. Quand j'ai des gens qui veulent importer une nouvelle matière première pour créer un produit, là, mais des fois, il y a des quantités qui sont limitées. Des fois, si vous n'êtes pas sur les 23 000, vous êtes soit vous n'avez pas le droit, soit vous êtes à autorisation restreinte du nombre, de la quantité. Donc, c'est ça qu'on vérifie pour le client. Mais souvent, les gens sont même pas au courant que ces lois existent là. Puis tout d'un coup, ils se font tomber dessus par le gouvernement. Puis ils peuvent avoir des amendes énormes, risquer d'avoir, dans les pires des cas, le cadenas sur la porte. Et ça, c'est dangereux. Et que nous, on est vraiment à tous les niveaux. On parle régulièrement avec Environnement Canada, Santé Canada. On est vraiment connus, là, parce que je vais toujours chercher l'information à la source. On se tient toujours au courant. Fait que mon but, moi, c'est vraiment de protéger la compagnie et protéger le plus possible leur formule. OK. Et là, avec le 1er décembre qui arrive, probablement que quand on va diffuser cet épisode-là, on va être passé le 1er décembre. Ça a été quoi le genre de blitz que votre entreprise a vécu par rapport à toute l'entrée en vigueur du CIMDUT 2015? Ça a été un fardeau pour les petites entreprises. Les gens n'étaient pas au courant. C'est ça. Souvent, il y a eu des coupures partout. Il y a moins de séances qui sont organisées par les gouvernements, malheureusement, pour faire de l'information. Bien qu'il y en a eu. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu, puis ça fait longtemps qu'on en parle, depuis 2015. Vous savez, ça a été reporté d'1 an. Le deadline était supposé d'être 2017. Ça a été reporté d'1 an. Malgré tout ça, on a des clients qui nous ont appelés, des manufacturiers. On parle parce que la date butoir était le 1er juin. J'ai des clients qui nous ont appelés le 29, le 30 mai, en nous disant « On est en avance un petit peu, mais je voudrais que tu fasses nos fiches. » Les gens, souvent, avaient mal compris puis pensaient que c'était la date butoir était le 1er décembre. Fait que là, on leur dit « Non, la date butoir... » un des volets, mais pas le volet fabricant de produits. Exact. Quand tu vois 3 dates, tu dis toujours « Celle qui s'applique à moi, ça doit être la plus loin. » Puis finalement, c'était pas toujours ça, finalement. C'est ça. Et celle qui a été mal comprise aussi, c'est le 1er septembre, la date des distributeurs. J'ai des clients aussi qui ne sont que des distributeurs, là. Tu sais, ils font de l'achat-revente. Ils importent des produits puis les revendent sur le marché canadien. Et ça a été compliqué. Ça a été vraiment... On s'est ramassé avec des entrepôts, des 10-15 000 produits mal étiquetés. Alors, il a fallu donner des blitz, refaire des étiquettes ici à la maison, recoller. Tout ce qui sortait sur les palettes était réétiqueté avant que, tu sais, on mette en bon français, le shrink wrap autour de la palette. La pellicule plastique. Oui, merci. J'ai entendu à travers les branches que vous aviez déjà collaboré avec Via Prévention dans probablement de la documentation. Est-ce que je me trompe? Oui, on a ça fait déjà quelques années, on avait travaillé ensemble pour développer à travers le CIMDUT, justement, tout le volet des marchandises dangereuses résiduelles. Okay. Parce que souvent, c'est laissé un petit peu de côté. Les gens pensent que parce que c'est une marchandise résiduelle, qu'on va l'envoyer soit dans un site d'enfouissement ou pour être brûlé, les gens pensent que ce n'est plus dangereux. Ils font moins attention, baissent la garde. C'est un déchet. Mais tant que c'est un produit chimique et sur les lieux de travail, ça demeure dangereux. Il peut avoir des incompatibilités. Alors, c'est ce que j'avais commencé à travailler avec Prévention pour renforcer cette portion-là du domaine CIMDUT qui est souvent passé un petit peu trop rapidement. Parce que est-ce que c'est caricatural de dire qu'il y a encore des entreprises qui ont des marchandises dangereuses dans des pots de beurre de pinot, dans des
des vieux pots de caramel, là. Est-ce qu'on caricature ou c'est encore un fait réel? Malheureusement. Faut que je les nomme. Non, sortons pas de nom. Non, malheureusement. Malheureusement, oui, on en voit encore. On en a encore beaucoup. Ils vont réutiliser des pots. Ah, j'ai vu un ancien pot de ketchup remettre un produit chimique dedans. Mais c'est parce que les contenants ne sont pas tous compatibles avec le contenu. Fait que la règle de base, quand je donne la formation SIMDUT, c'est de dire aux gens, ne transférez jamais un produit dans un autre contenant. Vous ne savez pas s'il ne reste pas un résidu. Et ce qui fait qu'il peut y avoir une réaction chimique très violente. Je pourrais vous en parler longtemps parce que mon background, au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais une spécialiste incendie-explosion. Oh, OK. Alors, des cas d'incendie-explosion, je travaillais très proche avec la CNESST et on en a vu, là, des gens dans leur garage qui font des expériences ou qui transfèrent des produits. Puis c'est pas, ils travaillent pas avec de la dynamite, là. Ils travaillent avec des choses qui sont accessibles. Des produits commerciaux qui sont Par disponibles. exemple, c'est comme il y a deux éléments en particulier que ça, on sait qu'il ne faut pas mettre ça ensemble. Ben oui, je vous dirais, le cas qui nous était le plus souvent rapporté, le cas vraiment où l'accident est vraiment notable, là, vraiment très dangereux. Là. Le monsieur qui fait son changement de la servodirection, l'huile à servodirection sur sa voiture. Et là, il y a plusieurs années, hein, le chlore à piscine, là, c'était pas des piscines au sel. Hein. On utilisait beaucoup encore le chlore. Là, et le monsieur avait plus sa tasse. Fait qu'il a décidé de couper son contenant de son restant d'huile qu'il avait mis parce qu'il l'avait vidé dans sa voiture. Puis il reprend ça comme il se fait le contenant pour transvider son chlore et mettre ça dans sa piscine. Ça, la réaction est instantanée. Ça vous crée une boule de feu et c'est une fraction de seconde. Alors, c'est très, 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 très dangereux. Du moment que les deux sont en contact. En contact, oui. Okay. Donc, vous provoquez une réaction. Ça crée une boule de feu. Donc, les gens, il y a eu beaucoup de cas d'accidents à la maison. C'est pas des accidents de travail, là, c'est vraiment des accidents, mais les gens sont blessés. Parce que c'est rare, des garages avec des piscines. Mais moi, ma facette personnelle, ma conjointe est infirmière dans un centre hospitalier pédiatrique. Et aux soins intensifs, puis là, le temps des fêtes, s'il n'est pas passé, on va juste l'avoir passé. Et il y a une recrudescence des enfants avec des brûlures graves suite à des manipulations avec le gaz à fondu. Des gens des produits... Moi, j'essaie de m'en servir en exemple en formation SIMDUT, justement. On pense qu'on sait comment utiliser les produits qu'on a à la maison. C'est un peu... non, mais ça, c'est une autre chose. C'est qu'il faut savoir que la chaleur, OK? La chaleur se transmet par 3 modes, OK? La conduction, la convection et le rayonnement. Là, je ne vous ferai pas un cours de chimie. OK? Fait que ce qui arrive souvent, c'est que... les contenants restent chauds. Le problème avec la fondue, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours avoir 2 contenants, 2 récipients pour mettre le combustible à l'intérieur. Dans une même soirée, vous ne réallumez jamais le même contenant. C'est une question de sécurité. Okay. Parce que le contenant reste chaud très longtemps. Et des fois, peut-être vous pensez qu'il pourrait être éteint, mais il peut rester à une flamme. Et bon, par conduction, le contenant demeure très, très chaud. Et c'est là que si vous rajoutez du combustible... bien, ça s'auto-enflamme. Donc, on ne transvide pas d'un contenant à un autre. Règle de base, oui. Et on ne réutilise pas un contenant. On ne remet jamais du combustible dans un contenant qui a été chauffé pour une fondue. Ayez un deuxième récipient pour votre combustible. Y a-t-il d'autres règles de base comme ça auxquelles on ne pense pas naturellement? Qui vous vient à l'esprit, là. Spontanément comme ça, mais je pense que si vous respectez ces 2-là, déjà, vous allez éviter... c'est bon. Ne jamais transvider un contenant d'un produit. Aussi insignifiant vous pensez que le produit peut être. Vous savez jamais la réaction chimique. Et de grâce, les étiquettes, c'est fait pour être lu. Les gens pensent, là, comme... Je te donne un exemple, l'algicide à piscine. Okay? Les gens pensent, là, parce que c'est en vente libre, là, qu'on peut en mettre. Non, il y a des règles. Là. C'est un produit qui est excessivement dangereux. Là. Ce sont des biocides. Ça fait partie de la grande famille des biocides. On ne met pas ça en quantité. Lisez les étiquettes, lisez les proportions qu'il faut mettre dans les piscines. C'est ça. On dirait que quand c'est en vente libre, on pense que ça ne doit pas être dangereux.
ils vendent ça à tout le monde. N'importe qui peut aller acheter ça doit pas être dangereux, mais il y a une tête de mort. Il y a des raisons pour lesquelles l'étiquetage est là. Et l'étiquette des produits de consommation est très, très rigoureuse. Fait qu'il faut... C'est pas pour rien. Il faut lire les étiquettes. OK. Puis là, aujourd'hui, ça, on est au grand rendez-vous. Calium, dans le fond, Calium Solutions. Oui. est exposant aujourd'hui. Oui. Dans le fond, qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est-tu de rencontrer des nouveaux clients, de parler à des gens de l'industrie? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est marketing? On est très près de la CNSST. Je leur parle régulièrement. Okay. C'est un partenariat. C'est aussi de connaître justement le milieu. Oui, on est toujours intéressé à avoir des nouveaux clients, bien sûr, mais c'est aussi connaître c'est quoi les autres services qu'il y a, les services connexes. Parce que parfois, les clients peuvent nous demander autre chose. Là. Nous, on est un groupe de chimistes. On ne fera pas du vase clos, des choses comme ça. Okay. La portion physique, là, wow. Nous, on s'occupe vraiment de tout ce qui est chimique. Alors, des fois, c'est de trouver des partenariats parce que j'ai des clients qui ils voudraient qu'on leur offre d'autres services qui sortent du domaine de la chimie. À ce moment-là, c'est bien de voir qu'est-ce qui se fait puis de se tenir à jour quand même de ce qui se fait sur le marché. Ah, puis c'est un bon endroit pour faire ça aujourd'hui. Puis, tranquillement, pour finir, est-ce que ça serait quoi la checklist d'une entreprise qui écoute ça puis qui se dit bon, est-ce que moi je pourrais tirer bénéfice de cette compagnie-là? Ça serait quoi? Est-ce que ça serait de se poser la question, est-ce que j'ai tel type de produit? Est-ce que s'il y a une petite checklist à... Je sais pas si oui, premièrement, il faut savoir, est-ce que je suis un importateur? Je suis un distributeur. C'est une des premières des choses parce que les gens ne réalisent pas, lorsqu'on importe un produit chimique au Canada, okay, on devient responsable comme si on était le manufacturier. Souvent, les gens ne savent pas ça, puis ne réalisent pas tout ce que ça incombe, comme il faut qu'ils suivent les lois et les règlements. Fait que première des choses, est-ce que j'importe? Si je suis un importeur, je deviens comme un manufacturier. Et là, il faut vérifier. Après ça, bon, quel type de produit? Est-ce que je suis touché par les lois de l'environnement? Est-ce que je suis touché par les lois provinciales ou est-ce que je dois faire des rapports? Est-ce que j'ai de la marchandise résiduelle qui découle de mon processus? Et après ça, c'est de voir toutes les lois. Est-ce que j'ai un registre de formation qui est bien monté? Ça peut être très, très long. Okay. Là. Le checklist, c'est quand même assez long, dépendamment où on se situe dans l'industrie. OK. Et pour un employeur, est-ce qu'il y a un checklist semblable? Donc, quelqu'un qui utilise uniquement des produits qui ne les fabrique pas, qui ne les vend pas, est-ce que pour exemple, faire affaire avec Calium Solutions, est-ce qu'il y a des questions de base à se poser avant de vous appeler? Pour savoir s'il pourrait travailler avec vous. Là, on parle des distributeurs, des distributeurs aussi, ceux qui font d'importation, manufacturiers, exactement. Mais il y a des compagnies qui utilisent de ces produits-là juste pour l'utilisateur. Ouais. Là aussi, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce que c'est aussi le genre de clientèle que oui, bien, nous, quand on fait une formation SIMDUT, c'est qu'on valide vraiment ce qu'on leur demande, c'est toute la liste de leurs produits qu'ils utilisent en milieu de travail, OK? Puis par secteur, s'ils ont différents secteurs. Et là, on fait l'évaluation de chacun des produits. On fait la classification. Parce qu'il faut savoir, malheureusement, que sur le marché, les fiches de données de sécurité sont souvent erronées. Sont souvent faites par des robots, des logiciels. Nous, on les valide tout. Et on reclassifie, on a nos logiciels pour ça. À ce moment-là, à partir de là, moi, je vais faire une charte d'incompatibilité sur le milieu de travail pour vérifier. Est-ce qu'il y a des produits. Donc, ça, c'est important de faire ça, de le faire vraiment dans la bonne et due forme. Et aussi, on valide, est-ce que les gens ont les fiches dans les deux langues? Fait que s'il en manque, parce que souvent, on va avoir un fournisseur étranger qui n'est pas capable de nous fournir la fiche en français. Ici, au Canada, il faut avoir la fiche en français. Fait que ça, on va la refaire s'il y a lieu. Mais sinon, le gros plus, c'est ça, c'est être capable vraiment de faire la classification en détail. Si on parle de quelqu'un qui est juste un utilisateur de produits, pour sécuriser, et on le fait aussi par département. Et là, quand on fait la formation SIMDUT, on arrive, on dit, bon, ben si j'ai le groupe, mettons, je sais pas, de la réception, eux, je vais leur dire, voici avec quel produit vous êtes en contact, voici les principaux dangers. On va leur dire, voici les top 5, les top 10 des dangers que vous avez. Okay. Ceux-là sont incompatibles avec tel produit. Faites attention. Fait qu'on y va vraiment de façon très personnalisée. Ah, super. Right.
Fait que quelqu'un qui voudrait vous rejoindre, le site web, c'est quoi la meilleure façon? www.kaliumsolutions.com ou sinon 450-906-6999. Et comme je disais, nous, on a des formulateurs. Fait que on est vraiment toutes sortes de chimistes avec leur spécialité. Fait qu'on est capable vraiment d'aider tout le monde dans tous les domaines. Ah ouais, super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça m'a fait plaisir. Bon salon. Bon salon. On est de retour au grand rendez-vous de la CNESST de Montréal avec M. Danny Mailloux. Bonjour. Bonjour. De l'ASFET-M. Les deux, comment on le dit? Les deux se disent. Nous-mêmes, au sein de notre organisation, on n'est pas certains de la façon de le dire. Donc, ASFET ou ASFET-M. Puis peut-être la façon la plus facile de le dire, c'est d'y aller carrément avec l'acronyme ASFETM. Ah, ouais, okay. Mais ça fait un peu long. C'est pas tellement sexy. Ouais. Qui est une association, une ASP, oui. comme Via Prévention, mais dans un autre secteur d'activité. Exactement. Qui touche, grosso modo, le secteur fabrication d'équipements et de machines. Donc, concrètement, on travaille avec de très grandes entreprises comme Bombardier, comme Pratt & Whitney, Bell Helicopter, Packard. Des entreprises aussi dans le secteur de la fabrication de réservoirs. C'est assez diversifié. On fait aussi du hors-secteur. Ça arrive qu'on travaille dans les municipalités, mais dans des ateliers d'usinage. Des fois, c'est connexe avec le métal, multiprévention. Des entreprises qui sont assez... D'ailleurs, des fois, les entreprises cotisent aux deux. Fait que c'est principalement le secteur de fabrication. OK. Et là, vous êtes aujourd'hui au grand rendez-vous. Vous donniez une conférence. Oui. C'était l'enquête et analyse d'accidents? Exactement. Okay. Une conférence sur enquête et analyse d'accidents qui visait à informer les gens sur une démarche structurée de cueillette d'informations, de faits pour l'enquête. Puis après ça, je les ai guidés vers la démarche systématique d'analyse, puis surtout aussi par après, où c'est manquant, le suivi. Après... les suivis des mesures correctives, voir aussi si les mesures correctives sont bel et bien appliquées, puis est-ce qu'ils sont vraiment corrects ou pas. Est-ce que les participants, c'était des gens qui venaient chercher un perfectionnement ou tu avais l'impression que c'était des gens qui comme s'ils apprenaient pour la première fois, c'était quoi l'enquête et analyse? Ce que j'ai senti de par les questions, parce que moi, là, les conférences, je les anime un peu comme des formations, parce que je suis conseiller en prévention, donc je donne des conseils, puis j'anime des sessions de formation là, à l'année. Dans mon quotidien. Donc, j'anime une conférence un peu comme j'anime une formation avec de l'interaction. Puis de par les questions qui ont été posées, puis les commentaires aussi à la fin, puis j'ai jasé avec des gens à la fin de la conférence, c'était assez varié comme clientèle. Okay. J'en avais un à la fin c'était à peu près un expert où ils m'ont montré une belle plateforme parce qu'il travaille avec les coordonnateurs dans un département où il y a des entités un peu partout au Canada. Donc, pour avoir accès rapidement à l'information, ils ont fait un système de cueillette d'informations sur le nuage, comme on dit en chinois, là, comme disait René Miroir, dans le cloud. Donc, ils ont des documents qui sont téléchargeables carrément par les téléphones de leurs travailleurs. Puis ils m'ont montré toute l'infrastructure numérique qu'il y avait pour aller chercher l'information. C'était fascinant. Donc, c'est un monsieur que je qualifierais à peu près d'expert là-dedans. Puis il y en a d'autres qui étaient néophytes, qui étaient vraiment pas informés. D'ailleurs, il y en a un qui lui, venait chercher beaucoup d'informations, ne connaissait rien là-dedans. Puis là, j'ai expliqué à la fin que il m'a donné un commentaire à l'effet qu'il aurait aimé en connaître un peu plus. Mais en même temps, j'ai fixé les limites. C'est une conférence, donc on ne peut pas aller dans le détail comme si c'était une formation de 4 heures ou d'une journée. Fait que c'est une enquête, c'est-à-dire une conférence comme ça se veut... Ça veut vraiment une information sommaire qui amène les gens, à mon humble avis, à aller chercher de l'information par la suite, parce que je les référais à des documents de référence qui sont justement sur les sites des différentes ASP ou sur la CNESST, sur le site de la CNESST, pour connaître vraiment dans le détail comment une enquête devrait se faire, aller chercher de l'information besoin par le biais de formation, puis d'accéder à des documents pour voir un peu comment concrètement ça se fait. Okay. Donc, oui. Pour répondre à la question, ma réponse est longue, mais... non, c'est bon. C'est complet. C'est ça. En tout cas. Puis, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi, là, cette année, au mois de novembre, on présentait enquête et analyse, ou c'est toujours un gros cheval de bataille? Pourquoi on le présentait cette année, je ne saurais dire. Je ne sais pas. Ça a été demandé il y a, je ne me trompe pas, à l'été ou au printemps.
Mon coordonnateur de l'époque m'a demandé si je voulais l'animer. C'était une demande de la CNESST. OK. Donc, je sais que dans la pratique, les enquêtes, c'est pas fait de façon systématique, loin de là. Mais je peux bien répondre à cette question-là, par oui, exemple. ok. Parce que Je fais partie Jean-Christophe, du- tu es... Moi, je suis sur le comité d'organisation du Grand Rendez-vous et entre autres, c'est nous qui sélectionnons, qui travaillons de proche, évidemment. On est partenaires de CNESST avec la CNESST, on sélectionne les conférences. Et Enquête et l'analyse d'accidents, c'est une conférence qui revient régulièrement. OK. Elle pourrait être à chaque fois, Mhm. quand on sait que c'est nécessaire et que il y a toujours un nouveau public pour ça. Parce que c'est transsectoriel, n'importe quelle entreprise peut faire à des risques d'accident, donc des enquêtes. Mais on ne peut pas les mettre à chaque fois, mais régulièrement, il y a des conférences sur enquête et analyse d'accident. On aime bien changer de conférencier, Ouais, donner mais le différents sujet est angles. tout le temps d'actualité. OK. Ouais. OK. Ouais. Bon, super. Ça faisait, de par ton commentaire, qu'il y avait des néophytes. Je voyais tantôt un communiqué où, je pense que c'était dans le programme du Grand Rendez-vous, on disait qu'à toutes les 6 minutes, il y avait un accident de travail dans un milieu de travail. Mais ça me fait dire que s'il y a des néophytes, probablement que ce chiffre-là, le 6 minutes, il sera encore plus petit que ça parce que probablement, peut-être qu'il y a une sous-déclaration des événements parce que les gens, peut-être, ne considèrent même pas que c'est un accident que l'événement qu'ils viennent Ouais, de c'est vivre ça. est un accident de travail. Ouais. Je sais C'est pas sûr que- si je comprends un peu. C'est sûr, à mon avis aussi, il y a de la sous-déclaration. Moi-même, j'ai été travailleur. J'étais mécanicien soudeur avant de faire ce que je fais. Donc, j'ai enduré des coups, je me suis cogné, je me suis fait mal, comme beaucoup de travailleurs, sans le dire, sans le nommer. Là. J'avoue maintenant, là, c'est sûr que la vie, j'ai changé, ma mentalité a changé avec le temps. Mais c'est très, très commun pour différentes raisons. Soit parce que tu es un gaga, tu es tough, ou soit parce que tu as peur de te faire, de te faire le jugement de tes pairs ou le jugement de l'entreprise. C'est sûr qu'il y a de la sous-déclaration. Puis moi, souvent, ce que je leur dis, vous avez tellement intérêt, tout le monde a intérêt à déclarer parce que ça protège le travailleur. Tu sais, dans l'immédiat, j'en ai parlé justement dans la conférence. Exemple, tu te fais mal le vendredi après-midi, le vendredi matin, peu importe. Tu te fais mal, tu endures ton mal, tu ne vas pas déclarer. Là, la fin de semaine passe, tu penses que le mal va se tasser, mais non, ça se tasse pas. À la limite, des fois, ça peut s'amplifier. Exemple, une coupure, elle s'infecte. Tu arrives le lundi à ton employeur, tu te dis, regarde, je me suis fait ça vendredi, tout ça. L'employeur est en droit de douter. Il a carrément le droit de douter. Même si tu as l'air sincère, il a le droit de douter. Tu n'as pas déclaré sur le fait. Puis, dans le fond, ça peut mal tourner, puis tu n'auras pas droit à notre couverture, là, le filet social qu'on s'est donné par rapport à ça, parce que tu n'as pas déclaré ton accident. Ça, c'est un point. Puis l'autre point où j'encourage les travailleurs à déclarer l'accident, c'est que ça sert aussi l'employeur dans une perspective de prévention. Si l'employeur est au fait qu'il y a tant de blessures aux mains, il y a tant de blessures à la tête, il y a tant de gens qui trébuchent, un employeur là, qui se respecte, qui a la prévention dans sa mire, va traiter ces informations-là en prévention. Donc, il va pouvoir faire des analyses, traiter les données, puis cibler les bonnes activités en prévention par la suite. Mais j'ai déjà assisté à une conférence là-dessus, puis une des questions qui me revient souvent, c'est on enquête avant, on n'enquête pas juste sur les accidents, Oui. on enquête sur les quasi-accidents, Les oufs, tout ça, mais les les oufs. Oui. Mais à partir de quand on enquête, on se dit, finalement, non, c'est pas grave, c'est pas un ouf. Est-ce que, il y avait une guenille par terre, j'ai glissé, je suis pas tombé dans l'entrepôt. On va-tu enquêter sur la présence de la guenille? C'est une très bonne question, puis c'est délicat à répondre Ouais. parce qu'il n'y a pas de frontière, je dirais, là, tangible, claire au fait d'enquêter ou pas, mais j'essaierais d'y aller quand même d'une façon assez rationnelle. Dans le fond, si on avait glissé sur la fameuse guenille, dépendamment, dans le fond, il y a moyen d'anticiper ce qui aurait pu arriver. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper, là, faire une espèce d'analyse de tâches, de risques, en lien avec ce qui aurait pu se produire, puis avec les conséquences. Donc, c'est jamais banal d'enquêter. Notre seule limite dans la pratique, c'est le temps que ça donne. Ce qui fait qu'on n'enquête pas tous les oufs, c'est le temps. Je pense que c'est la seule raison, l'énergie qu'on y met.
Mais je pense qu'il faut essayer d'y aller de façon cartésienne, objective, et dire, regarde, si on était tombé, quelles conséquences il y aurait eu sur un ou plusieurs individus? Donc, à ce moment-là, ça nous aide peut-être à trancher le débat, mais c'est pas facile. C'est pas une question facile. C'est pas une réponse facile. Il n'y a pas d'absolu, à mon avis. Mais il faut se donner un peu des balises comme ça. Mais ça serait le risque. Bien, ça serait les risques et les conséquences. Si je glisse, puis je suis près je sais pas, mais d'un point de chute, je glisse, puis le point de chute fait en sorte que, même si le point de chute n'est pas à 3 mètres, parce que notre réglementation exige qu'à 3 mètres, on se projette. C'est un escalier qui n'est pas loin. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu chutes là, regarde, ça aurait pu avoir des conséquences plus graves que chuter en plein milieu du corridor. Tu sais. C'est un peu l'alignement que je prends, là. Ben, je me dis aussi, peut-être des freins à l'enquête, c'est de dire, quand on fait une enquête habituellement dans la vie, c'est parce qu'on cherche un coupable. Oui. Là, si on fait une enquête, c'est qui le coupable? Le mot sonne gros, je pense, Oui. pour plusieurs. Le mot enquête, Oui. sonne police, Ça sonne sonne conséquences. police, ça a Oui. l'image de chercher Punition. quelqu'un qui est Oui. responsable de quelque chose de mal. Oui, puis ça c'est clair, hein? C'est même humain de même nous d'y penser. Tu sais. On cherche toujours un coupable. On cherche un coupable. C'est d'ailleurs dans les conseils, dans la conférence que j'animais tantôt, c'est d'ailleurs une des premières consignes quand on propose des techniques d'entrevue, c'est d'aviser les gens qu'on veut. On ne cherche pas de coupable. Encore là, il faut le démontrer qu'on ne cherche pas de coupable. C'est pas facile. Ouais, Mais souvent, dans mon... Excusez, ce sera pas long. Dans mon de ce que je vois, là, souvent, les causes sont multifactorielles. Les travailleurs, souvent, vont travailler avec les moyens du bord. Donc, ils vont essayer de faire le mieux avec leurs ressources. Il y en a qui vont tourner les coins ronds, d'autres qui vont être plus appliqués. Puis, on n'est pas des robots. On n'a pas toujours la même forme, la même condition, la même acuité. Mais on est une variable dans l'ensemble. Donc, oui, on peut être coupable, mais peut-être que l'employeur est coupable aussi parce qu'il n'y a pas de procédure de travail établie. Ça presse. Ça presse parce que ça presse tout le temps ou à peu près. Donc ça amène une contrainte de plus. Ou le travailleur pense que c'est pressant. Peut-être que ça ne l'est pas dans la réalité. Fait qu'il y a beaucoup de variables. Donc oui, c'est un réflexe qu'on a de trouver un coupable, mais ça ne devrait pas être ça. Parce que encore là, comme j'ai dit dans la conférence, si on veut vraiment trouver les causes fondamentales des accidents, il faut y aller de façon objective. Puis le coupable, même si on gagne notre point en disant que oui, il est coupable, ben c'est peut-être pas exactement ça. Dans le fond, c'est une des causes, mais pas toutes les causes. Donc, ce qui fait en sorte que l'accident pourra survenir. Ouais. C'est un peu ça. Oui, Ben, excusez, je vous ai coupé tantôt. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on dirait que chercher le coupable, c'est plus au niveau personnel. Tu sais, moi, j'ai déjà dit ça dans ma vie, je cherche pas de coupable, mais c'était pas vrai, c'était un mensonge. Là. Genre, j'allais pas me servir de savoir c'est qui le coupable. Mais clairement, je voulais me satisfaire. Fait que là, dans le milieu professionnel, c'est peut-être de se détacher de ça. Oui. De faire comme, cette information-là, oui, peut-être qu'elle va me satisfaire, mais je vais pas m'en servir après ça pour prendre des mesures. Tu sais. Je sais pas, en tout cas, mais ça me faisait pas. Mais ça qu'on dit souvent ça, je suis pas coupable. Tout que j'ai dit ça dans ma vie, j'en cherche. C'est la faute à qui? Ça peut être une activité là, louable, là, puis en même temps, c'est pas une activité pure en prévention, on s'entend en quête d'accident. Ça veut dire qu'on a manqué l'aspect prévention. On agit en réaction, on n'agit pas en prévention, mais il y a moyen de s'en servir quand c'est bien fait pour éviter que le même accident revienne. Donc, puis par la bande, on peut amener des bonnes mesures de prévention si on ne fait pas d'analyse de la sécurité de la tâche, si on ne fait pas d'analyse ergonomique, si on ne fait pas de procédure de travail écrite, pensée, sécuritaire. Dans le fond, le fait d'enquêter peut nous amener à ce virage. Donc, parce que peut-être que les gens aussi sont sur la défensive, non? Quand tu vois quelqu'un qui enquête, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Non. C'est lui qui m'a dit ça. Ouais, clairement. Puis c'est comment aller chercher les faits avec des... des témoins aussi. La personne peut être braquée, puis c'est normal, ça peut être correct. Puis ce qu'il faut penser, c'est que les personnes se sentent coupables aussi, des fois, d'avoir... Oui, c'est vrai. Ils se sentent coupables, puis ils sont peut-être coupables en partie, effectivement, donc ils vont être bloqués. Puis ça dépend aussi le langage corporel de notre interlocuteur. Hein? Tu sais, arrives avec le superviseur ou le coordonnateur santé-sécurité, puis il doit arriver, puis... c'est ça. Bon, qu'est-ce que... Puis ça paraît dans les yeux, il l'a pas dit, mais on sent que c'est ça. On part avec 2 prises, là. Le témoin va être braqué, va être bloqué.
on n'est pas dans la science exacte. On s'entend, on est dans les émotions, puis c'est pas évident. Donc, je pense qu'en allant chercher des conseils, en assistant à des formations, puis en faisant aussi des mises en pratique. J'ai déjà animé un format de formation où carrément le conseiller en prévention jouait le rôle de l'accidenté. OK. Puis il y avait une banque de faits, justement, là, à communiquer aux interlocuteurs. Puis c'était le fun de jouer le jeu. C'est un jeu de rôle, carrément. Donc, il y avait moyen là, de jouer la personne braquée. Puis c'est tellement une démarche intéressante que selon les environnements, selon nos interlocuteurs, il y a des fois où ça menait même un peu des confrontations. C'était le fun parce que ça relevait naturellement. Là. Ouais. Tu penses pas que tu aurais pu faire ça. Il y avait des suggestions, ce qu'on ne devrait pas faire quand on enquête, justement. Une des consignes, c'est qu'on devrait poser des questions ouvertes pour que les personnes parlent, pas les orienter, pas biaiser les entrevues. Donc, c'est quelque chose qui... Dans le fond, on devient bon en pratiquant. On pratique un sport. On est bon en sport parce qu'on se pratique. On devient bon en formation parce qu'on se pratique à former. On va chercher de l'information. Puis là-dedans aussi, en enquête. Mais c'est vrai que la mise en situation, c'est le fun. C'est bien intéressant. Les jeux de rôle. Le fameux jeu de rôle. C'est bien intéressant. Puis c'est peut-être juste moi qui le sais pas, là. Parce que moi, sûrement. ça, on l'a... Ouais, sûrement. Tu sais, moi, je suis pas en prévention, je suis en informatique. Quand est-ce que, dans le fond, ça devient la responsabilité, mettons, de l'employeur, et c'est quand est-ce que ça s'en va, mettons, à l'externe pour, mettons, l'enquête de la CNESST pour... c'est-tu comme quand il y a un décès? C'est-tu quand... On parle de la même chose? Est-ce qu'on parle de communiquer l'information à la CNESST? Mettons... Non, mais il y a quelqu'un qui va prendre en charge le dossier, savoir qu'est-ce qui est arrivé. Okay. Comme, tu sais, je pense que c'est ça un peu, là. Je pense que c'est le rapport, mettons un accident mortel, le rapport d'enquête d'un inspecteur. Ouais. Quand c'est des accidents graves, systématiquement, là, c'est balisé par le biais de l'article 62. Une fatalité, un accident mortel ou des amputations, l'information doit être communiquée, ou des blessures à plusieurs travailleurs, ou l'autre critère, il y a un autre critère, dommages matériels. Donc, il y a 4 grands critères, mais quand c'est grave, la CSST est avisée, puis il y a de l'enquête qui est faite systématiquement. La CNESST débarque. Puis quand c'est des accidents très graves, il n'y a pas que la CNESST, il y a la police aussi qui débarque. Donc, ils prennent charge de l'enquête. Ça, c'est les 4 critères pour faire en sorte que c'est plus dans les mains de l'employeur, là, ça sort. Dans les mains, c'est-à-dire que l'enquêteur a un travail à faire aussi. Souvent, il y a des mesures correctives obligées, des avis de dérogation ou des obligations de correction, parce que s'il y a eu une fatalité, c'est parce qu'il y a eu des manquements, ou des manquements. Mais dans le fond, c'est pris en charge conjointement, je dirais, par la CNESST, qui devient le meneur là-dedans. Là. Okay. L'inspecteur. Sinon, c'est fait à l'interne. Oui, c'est fait à l'interne. C'est ça. OK. Je sais pas si on achève dans le temps. Ouais, là, on a j'ai peut-être peut-être mais c'était une dernière question. J'aurais une dernière question. Elle va paraître... Pas que ça sonne un peu cheesy, là, mais admettons, là. Tu avais la chance, là, tantôt quand les gens vont sortir du Palais des Congrès ici, c'est pouvoir partir avec un pamphlet, avec un slogan quelconque, une idée quelconque par rapport à l'enquête et analyse, où ils sont dans le métro, là, ils sont dans le Azur, là, puis là, ils vont y passer une phrase passée sur l'enquête et analyse. Y aurait-tu quelque chose, un message que tu voudrais passer? Ouf, belle question pour synthétiser ça. Les éléments clés, je dirais, c'est question de temps. Prendre le temps. Agir rapidement, puis de ne pas banaliser, puis surtout de ne pas faire des interprétations, donc se limiter aux faits. Je sais que c'est pas une phrase clé. Non, mais il y a des agents de communication qui pourraient, à moindre frais. Oui, puis moi, avec un peu de recul, je pourrais peut-être formuler quelque chose de plus joli, là, mais c'est lié au temps, c'est lié à l'interprétation, puis c'est lié peut-être à des mesures correctives, des suggestions qui seraient peut-être trop rapides. Donc, ça vaut la peine prendre le temps de faire de l'analyse. Si je résumais, c'est prendre le temps de faire de l'enquête et l'analyse, c'est payant en prévention. Hein? Je lis ma petite phrase un peu plus cute. Money. C'est un peu ça. C'est bon. Ah, c'est super. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On est de retour. On est avec M. Sid Mérad du Réseau de santé publique. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Moi, très bien, merci. On est encore avec M. Minguez. On ne dit pas encore, on dit enfin, parce qu'on est content de m'entendre. Enfin, la sagesse. M. Mérad, Oui.
Pourriez-vous nous faire une brève explication de c'est quoi le réseau de la santé et votre intervention ici Le réseau de la santé publique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient auprès des établissements pour veiller à la santé, sécurité et au bien-être du travailleur. OK. Donc, on travaille étroitement avec les employés et avec la CNESST. Vous intervenez dans quel genre de mandat? C'est surtout dans la santé du travailleur, c'est-à-dire veiller à ce que les conditions de travail soient bonnes pour éliminer tous les risques à la santé. OK. Ça, n'importe quelle entreprise peut faire affaire avec... Non, c'est qu'on a des entreprises qui sont catégorisées. OK. Il y a des entreprises qui font partie de notre programme, il y en a d'autres qu'on essaye de faire entrer, mais c'est pas toutes les entreprises, dans toutes les entreprises qu'on intervient. OK. Puis c'est quoi le genre d'entreprise? Est-ce que c'est par activité? C'est surtout par activité. OK. On parle de quoi, par exemple? On parle surtout, par exemple, de ce qui est métaux, d'usines métaux, plastiques, je ne sais pas, les ébénisteries, les comptoirs de granit et tout ça, tout ce qui font des cuisines. OK, fait que plus dans l'usine. Plus en usine, OK. que dans le commerce, disons. OK. Les gens qui sont dans le réseau de santé publique, c'est plus... Comme vous êtes un technicien Moi, je fais partie d'une équipe. OK. Dans l'équipe, il y a 5 personnes. L'équipe est chapeautée par un médecin assigné. Tout établissement a un médecin assigné, une équipe assignée, disons, avec un médecin, un technicien en hygiène, un hygiéniste, un infirmier ou infirmière, et puis on a un ergonome. OK. Et là, on fait des visites. Par exemple, si on va en établissement, on va évaluer les risques qui peuvent être dans ce milieu de travail-là. On va les prioriser, parce qu'on ne pourra pas intervenir sur tous les risques en même temps. On va les prioriser, voir lesquels sont les plus problématiques, et on va y aller par priorité. Donc, par exemple, on rentre, on va trouver que le bruit, il y a beaucoup de bruit dans cet établissement, on va commencer par ça. S'il y a une exposition à d'autres contaminants, comme des solvants, peut-être de la silice aussi, indépendamment de l'établissement, on va classer ça par ordre de priorité. À chaque fois, on va intervenir sur quelque chose. Des fois, on peut intervenir sur 2 risques en même temps, mais on y va pas parce que des fois, ça demande des investissements de la part des employeurs. Des fois, qui ne sont pas prêts, des fois, il n'y a pas le budget, on y va au cas par cas. Là. Et on vous mandate d'aller visiter, est-ce que c'est par une entreprise qui vous appelle, dire « Ah, venez chez nous, on a besoin de ça » chaque équipe a une liste d'établissements là où elle doit intervenir. Il nous arrive aussi d'intervenir sur la demande de la CNESST. Okay. Ça, c'est des demandes de service. Les établissements auxquels on est assigné peuvent nous demander une demande de service. Genre, ils voient qu'il y a une problématique de bruit. Genre, ils vont nous appeler, venez, évaluer le bruit chez nous. Est-ce que c'est problématique? On peut le faire. On peut donner aussi des sessions d'information pour tel ou tel risque présent. On le fait systématiquement, pratiquement après chaque évaluation. Si on trouve qu'il y a un risque, on évalue le risque, on donne des recommandations. Par la suite, on fait des sessions d'information pour les travailleurs. Y a-t-il un volet qui ressort le plus souvent? Que ce soit, exemple, le bruit ou des poussières? Le bruit, effectivement, le bruit ressort souvent. Dans les établissements, les poussières. Dans l'alimentaire, on retrouve les poussières de farine. Ça revient assez souvent. C'est assez souvent qu'on retrouve. En fait, nos interventions, en général, nos charges de cas, c'est à peu près des usines qui se ressemblent, disons. Donc, on revient souvent à refaire les mêmes bruits, les mêmes au départ, interventions. qui vous envoie la liste des entreprises chez qui vous devez intervenir? En fait, de la direction, on a déjà une liste d'établissements déjà préexistantes. On est 3 sites sur Montréal. Mais cette liste-là, c'est le réseau de santé mentale qui priorise les entreprises. Comment? C'est le réseau de santé mentale de santé au qui travail. priorise au travail, pardon. De santé au travail qui priorise. J'arrête de penser à moi. En fait, les entreprises sont classées par catégorie. Ouais. Et donc là, on a toute une liste. Et c'est la santé au travail. C'est notre direction qui choisit les... Quand les gens, ceux qui sont déjà dans la liste, par exemple, qui savent qu'ils font affaire avec vous, quand ils vous appellent, c'est quoi d'habitude? Y a-t-il des dossiers plus gros que d'autres? En fait, moi, je suis pas tellement... Je suis dans le réseau depuis pas très longtemps. OK. Mais le plus souvent, c'est nous qui allons vers les entreprises. Ah, okay.
Puis, y a-tu des contaminants que c'est vraiment particulier, que c'est tout le temps, qui arrivent plus souvent que d'autres? C'est sûr qu'il y a des contaminants qui arrivent plus souvent. On parlait du bruit, c'est sûr que ça existe pas mal dans pas mal d'entreprises. On a aussi la silice qui revient souvent, les poussières de farine dans l'alimentaire, les solvants dans le chimique, dans la métallurgie aussi, les contraintes thermiques comme on avait parlé. Il y a de tout, Okay. Et quand vous arrivez dans une entreprise, est-ce que vous êtes bien accueilli? Généralement, oui. Généralement. Mais pourquoi vous riez? On avait parlé de questions. Des questions de belle-mère. On travaille en prévention, nous aussi, et on peut à tort être vu comme des fatigants. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des établissements ou des entreprises qui prennent à cœur la santé et sécurité au travail, qui sont là, qui ont déjà un comité de santé et sécurité qui veille à tout ça. Maintenant, il faut dire que quand tu interviens en santé et sécurité, c'est sûr que tu dois mettre la main à la poche. C'est ça un peu qui fait que maintenant, tu viens, par exemple, on a oublié des fameux fumées de soudage. Là, on n'en a pas parlé du tout. Ça, c'est un risque qui revient souvent. Disons qu'on a une problématique de fumée de soudage. Là, il faut de la captation. Peut-être qu'il faudrait changer des fusils ou des pistolets. Là, tu demandes à l'employeur de faire des investissements. Là, il faut demander à ce qu'il y ait des investissements. Parce qu'il faudrait rajouter de la captation. C'est pour ça que des fois, on n'est pas souvent les bienvenus. C'est qu'ils savent pertinemment. Ne vous inquiétez pas, on partage cette même frustration parfois. On est là pour le bien, mais c'est pas vu toujours comme ça. Il n'y a personne qui se lève en disant « Bon, je vais aller mettre le trouble d'une compagnie aujourd'hui. » Mais c'est sûr qu'on n'est pas là pour ça. On essaie d'arranger nos établissements, on comprend les contraintes budgétaires là, qu'il y a aussi. Vous n'êtes pas la police, là. Non plus. C'est ça, c'est pas non plus. Mais le problème, c'est l'accident, c'est pas la prévention. Ils veulent pas donner d'étiquette. C'est pas ça qu'ils veulent, là. Ils veulent que ça aille bien. Là. De toute façon, il y a des mondes qui est... En tout cas, on parlera pas de ceux qui sont pas en prison. Bon. Mais disons, en général, que ça se passe bien. On a quand même des employeurs consciencieux qui cherchent à ce que leurs travailleurs soient dans de bonnes conditions de travail. C'est la règle générale. On en trouve. Quand on cherche de quoi d'habitude, on en trouve. Parfait. On va vous laisser profiter de la fin de la journée. Fait que merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'était très constructif. C'est bon. Première. Non, merci. Non, mais c'est cool. Et voilà, c'était la deuxième partie de notre podcast enregistré au grand rendez-vous de la CNESST à Montréal en novembre 2018. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont prêtés au jeu. C'est vraiment apprécié. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur n'importe quel sujet dont on a parlé et plus, vous pouvez aller sur le viaprévention.com. C'est le site de Via Prévention. On a de la documentation gratuite, on a des formations qu'on offre, tous les numéros pour nous rejoindre, les conseillers, n'importe qui, tous les numéros sont là, on vous suggère d'aller faire un tour. Et sinon, si vous voulez nous écrire des questions, des sujets pour les prochains podcasts, vous pouvez vous rendre sur Twitter, Facebook, YouTube, Via Prévention, on est là et on consulte ça régulièrement. Donc, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.